Sibérie n'est pas une simple destination. C'est un autre monde. Des forêts de tigres gelés, aux plateaux volcaniques recouverts de neige, cette immense étendue dissimule des mystères anciens et des paysages à couper le souffle que très peu de voyageurs ont le privilège d'observer. Les hivers peuvent s'étirer pendant plusieurs mois, avec des températures descendant en dessous de -50 degrés Celsius, tandis que le pergélisol façonne non seulement des villes entières, mais aussi le quotidien des habitants qui ont fait de cette région austère leur foyer. Les villes fantômes abandonnées de l'époque soviétique restent figées dans le temps, leurs bâtiments silencieux témoignant d'une histoire congelée et d'une vie qui s'est arrêtée comme une photographie prise au cœur de l'hiver. Les montagnes sacrées, aux sommets majestueux, et les formations rocheuses antiques, gravées par des millénaires d'érosion, préservent des récits qui s'étendent sur plusieurs centaines de millions d'années. Ici, la nature ne se contente pas d'offrir un décor. Elle représente la force même qui décide comment la vie, le voyage et la survie se déroulent. Accompagnez-nous dans l'exploration des lieux les plus reculés et extraordinaires de la Sibérie, où chaque vallée, chaque lac et chaque montagne dévoile un nouveau mystère. Restez avec nous jusqu'à la toute fin, car vous découvrirez des sites si incroyables qu'il semble presque impossible à imaginer. Le volcan Mythnovski, alimenté par une activité magmatique profonde sous la péninsule du Kamtchatka, fonctionne comme un système volcanique actif doté d'un cratère large qui libère constamment chaleur et vapeur, permettant ainsi une observation directe des processus géothermiques, même dans les conditions les plus froides. Les hauteurs environnantes dépassent les 2298 mètres, où les couches rocheuses montrent une forte altération due à la chaleur, aux émissions de soufre et aux réactions hydrothermales qui ont transformé le paysage au fil des siècles. Le rejet thermique continu crée des zones exemptes de neige tout au long de l'année, offrant aux chercheurs la possibilité d'étudier la cristallisation des minéraux et le déplacement de la vapeur au sein d'un environnement volcanique qui reste actif malgré le froid environnant. Situé dans une région d'une influence tectonique importante, le champ hydrothermal de Mythnovski fait l'objet d'une surveillance étroite afin d'évaluer les variations de pression et de température au sein de son système magmatique profond. Grâce à son terrain escarpé et à son climat froid, le volcan Mythnovski constitue un site de recherche essentiel pour l'étude de l'émission de gaz, des variations thermiques et des effets climatiques sur les structures volcaniques actives du Kamtchatka, offrant aux scientifiques une fenêtre rare sur la coexistence du feu et de la glace au sein d'un même écosystème. Les scientifiques, équipés de capteurs thermiques et d'instruments de spectrométrie, peuvent suivre en temps réel les fluctuations du flux de vapeur, ce qui contribue à une meilleure compréhension des mécanismes qui régissent les éruptions potentielles. De plus, l'absence de neige permanente autour du cratère facilite l'accès aux parois rocheuses, où l'on observe des veines de soufre et des dépôts minéraux aux teintes variées, témoins visibles de l'activité hydrothermale continue. Cette singularité géologique, rare dans les zones arctiques, rend Mythnovski indispensable pour les études comparatives entre les volcans situés dans des climats tempérés et ceux exposés aux extrêmes glaciales, enrichissant ainsi le corpus scientifique sur l'interaction entre chaleur interne et environnement extérieur. Le district autonome de Tchoukotka, niché dans l'extrême nord-est de la Sibérie, s'étire entre l'immense océan Pacifique et l'immense océan Arctique, constituant ainsi l'une des zones climatiques les plus rigoureuses et impitoyables de la Fédération de Russie. Des vents violents balaient constamment le territoire, tandis que les hivers s'allongent pendant plus de 8 mois consécutifs, imposant une rigueur extrême à la fois aux habitants et à la faune locale. Le paysage se compose de vastes plaines gelées, de côtes fortement érodées par les glaces mouvantes et les tempêtes marines, ainsi que de chaînes de petites montagnes dont l'altitude moyenne avoisine les 600 mètres, toutes sculptées par une activité tectonique de longue durée le long de la marge du Pacifique. En tant que région bordant directement l'Arctique,
le Tchoukotka revêt une importance capitale pour la surveillance des variations de la banquise, l'observation du comportement des écosystèmes froids et l'étude des conditions climatiques qui influencent les environnements polaires de l'hémisphère nord. Sa position isolée, à plus de 5955 km de Moscou, en fait un point stratégique incontournable pour les recherches géographiques dédiées aux zones froides, les routes maritimes du Nord et les observations des courants océaniques proches de l'Arctique, offrant ainsi une fenêtre unique sur les dynamiques océaniques et atmosphériques du Grand Nord. Dans ce cadre sibérien vaste et inhospitalier, le district illustre parfaitement comment une zone climatique sévère peut rester cruciale pour la recherche scientifique et le suivi environnemental à l'échelle polaire. En fournissant des données essentielles sur la formation et la fonte de la glace, sur les interactions entre la mer et le pergélisol, ainsi que sur les phénomènes météorologiques extrêmes, le Tchoukotka permet aux scientifiques de mieux comprendre les processus qui modifient le système climatique de la planète entière, soulignant ainsi son rôle indispensable dans la quête globale de connaissances sur le changement climatique. La région du lac Baïkal, nichée au cœur de l'immense étendue sibérienne, abrite le plus ancien et le plus profond lac d'eau douce du monde. Ce lac s'est formé il y a environ 25 millions d'années et atteint une profondeur maximale d'environ 1640 mètres. Il renferme près de 20% de l'eau douce non gelée de la planète, un volume impressionnant, alimenté par plusieurs centaines de rivières qui se jettent dans ses eaux. Le système hydrologique saisonnier qui le régule est resté stable pendant des millions d'années, témoignant d'une continuité remarquable. À une distance approximative de 61 km d'Irkoutsk, la région constitue un site indispensable pour l'étude de l'activité tectonique, de l'histoire climatique et des espèces qui ont évolué dans des conditions d'isolement uniques, inexistantes ailleurs sur Terre. En hiver, la surface du lac se couvre d'une couche de glace dont l'épaisseur peut atteindre près de 9/10 de mètre. Les variations brutales de température engendrent de longues fissures qui se propagent à la surface, remodelant chaque année la couche glacée avec un bruit retentissant, presque tonitruant. Le bassin du Baïkal agit comme un laboratoire naturel où les scientifiques peuvent observer les processus tectoniques qui façonnent la croûte terrestre, analyser les archives climatiques conservées dans les sédiments du fond et étudier la faune endémique dont la plupart des espèces ne se retrouvent nulle part ailleurs. La persistance de son environnement gelé pendant la majeure partie de l'année crée un contraste saisissant avec les profondeurs abyssales qui restent liquides, offrant ainsi un cadre unique pour les investigations multidisciplinaires. Chaque été, la glace se retire lentement, révélant des eaux d'une clarté exceptionnelle qui reflètent les montagnes environnantes, tandis que l'hiver ramène un voile blanc qui résonne sous les pas des chercheurs, rappelant la puissance des forces thermiques. Ces caractéristiques géologiques et écologiques font du lac Baïkal un exemple saisissant de l'importance d'un lac de rift ancien pour la recherche scientifique, la conservation de la biodiversité et l'observation du climat en Sibérie, le plaçant parmi les étendues d'eau les plus étudiées et les plus vénérées au monde. Le parc naturel de piliers de la Lena, installé le long du majestueux fleuve Lena dans la partie orientale de la Sibérie, constitue un véritable témoin de la puissance et de la lenteur des forces géologiques. Ce site exceptionnel se compose de couches de calcaire qui se sont accumulées il y a environ 500 millions d'années, formant ainsi des strates très anciennes qui, au fil du temps, ont été sculptées en de fines colonnes verticales s'étirant sur plusieurs kilomètres le long de la rive du fleuve. Ces piliers, d'une hauteur moyenne de 399 mètres, ont été modelés par un soulèvement tectonique conjugué à d'interminables cycles de gel et de dégel, processus qui se sont répétés durant d'innombrables périodes glaciaires de l'ère préhistorique. Le parc se trouve à une distance approximative de 177 km de la ville de Yakoutsk, ce qui en fait un cadre idéal pour les scientifiques désireux d'étudier les anciennes conditions climatiques, l'évolution du relief géologique et les couches de fossiles profondément enfouies dans les formations rocheuses sibériennes.
Reconnus par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial, les piliers de la Léna offrent une archive géologique d'une clarté remarquable, où chaque strate raconte une partie de l'histoire de la Terre, témoignant de modifications, d'érosion et d'expositions successives sur plusieurs centaines de millions d'années de changements continus. Dans l'immensité des paysages sibériens, ce parc illustre parfaitement comment des processus naturels, opérant sur des échelles de temps colossales, peuvent créer des structures de pierre verticales distinctes, entièrement façonnées par les forces environnementales. Ces formations silencieuses restent, à ce jour, des observateurs muets du passage inexorable du temps géologique, invitant les visiteurs à contempler la profondeur des âges et la complexité du passé terrestre. Les montagnes d'Altaï, s'étendant le long de la frontière des principales zones tectoniques eurasiennes, s'élèvent à des altitudes moyennes dépassant les 3000 mètres, formant des crêtes abruptes et des vallées profondes, caractéristiques du sud de la Sibérie. Leur substrat rocheux, constitué de granit, de formations métamorphiques et de sédiments anciens, offre une résistance remarquable à l'érosion éolienne, ainsi qu'au cycle saisonnier de gel et de dégel. Les hivers longs, caractérisés par des températures bien en dessous de zéro, engendrent une couverture glaciaire étendue qui façonne la désagrégation des roches et la stabilité des pentes sur l'ensemble du massif. Les étés courts apportent suffisamment de lumière solaire pour soutenir une végétation adaptée au froid, tout en générant des eaux de ruissellement qui sculptent des canaux à travers le relief escarpé et alimentent les nombreux cours d'eau de la région. Les processus d'érosion, tant mécaniques que chimiques, opèrent lentement mais inexorablement, modelant le paysage de façon spectaculaire. Les rivières naissent de ces eaux de ruissellement parcourent des lits sinueux, témoignant de l'interaction entre le climat rigoureux et la topographie accidentée. Grâce à sa structure géologique stable et à ses gradients climatiques prononcés, les montagnes d'Altaï constituent une zone clé pour l'étude de l'évolution des hautes montagnes dans des conditions continentales froides, offrant un laboratoire naturel permettant de comprendre comment les chaînes montagneuses se forment et se transforment au cours de plusieurs millions d'années. Cette combinaison unique de facteurs géologiques et climatiques fait des montagnes d'Altaï un véritable laboratoire à ciel ouvert, où chaque stratigraphie, chaque fissure, chaque dépôt glaciaire raconte une partie de l'histoire profonde de la Terre. Sur l'île Onekotan, le volcan Krenitsin s'est formé à la suite de l'effondrement d'une structure volcanique très ancienne. L'île abrite la caldeira Krenitsin, un vaste cratère rempli d'un lac profond qui entoure une île volcanique centrale née lors d'éruptions subséquentes. Cette caldeira s'étend sur près de 6,4 km de diamètre, tandis que le lac qu'elle renferme possède une profondeur moyenne d'environ 201 mètres, alimenté uniquement par les précipitations et la fonte saisonnière des neiges des sommets environnants. L'isolement de l'île, combiné à la complexité de sa structure à multiples niveaux, montre comment les éruptions anciennes façonnent des paysages composés de lacs de cratères, de cônes internes et de crêtes abruptes qui encerclent le tout. Chaque saison modifie subtilement ce décor. Les pluies abondantes élèvent le niveau de l'eau, la fonte des neiges renforce le débit d'entrée, et l'érosion continue des parois redessine progressivement les falaises qui plongent dans les eaux sombres du lac. Ainsi, Onekotan demeure un laboratoire naturel où les processus volcaniques et hydrologiques interagissent sans cesse, rappelant que la dynamique interne du volcan persiste longtemps après la dernière éruption visible. Le col de Katuyarik ainsi que la vallée de Tulishman ont été modelés par une élévation montagneuse intense combinée à une érosion glaciaire persistante. Le col de Katuyarik s'enfonce presque 799 mètres dans la vallée de Tulishman, formant un corridor profond qui a été taillé au fil de plusieurs millénaires grâce à la acting continue des glaces et aux variations saisonnières des écoulements d'eau. Ces parois rocheuses abruptes et son tracé en zigzag reposent sur des fondations multicouches spécialement conçues pour résister aux déformations engendrées par les processus de gel-dégel saisonniers,
lesquels mettent à l'épreuve la solidité de toute construction érigée dans cet environnement. La vallée de Tulishman se situe approximativement à 1000 mètres en dessous des sommets environnants, renfermant des dépôts glaciaires et des ruissellements saisonniers qui constituent un cadre essentiel pour l'étude de la formation des vallées dans les régions montagneuses de Sibérie. La zone est soumise à des hivers continentaux très froids, où les températures peuvent influencer la stabilité du substrat rocheux ainsi que le comportement des pentes, imposant ainsi le recours à des infrastructures adaptées au déplacement du sol. En combinant des cols escarpés, des vallées profondes et une sculpture glaciaire s'étalant sur de longues périodes, la région de Katouyarik et de Tulishman illustre de manière exemplaire comment le mouvement tectonique et les processus climatiques froids sculptent au fil du temps des paysages de haute montagne d'une complexité remarquable. Cette topographie complexe continue d'attirer les chercheurs désireux de comprendre l'interaction entre les forces tectoniques et les climats glaciaires, offrant un laboratoire naturel unique au cœur des montagnes sibériennes. L'île de Sakhalin, appartenant à la Russie, est née d'une interaction complexe des plaques tectoniques eurasiennes et pacifiques. En tant que plus grande île de l'extrême-orient russe, elle s'étire sur près de 950 km, présentant une diversité géologique qui va des chaînes montagneuses jeunes aux plaines côtières modelées par un climat rigoureux et froid. Le sous-sol de l'île est composé de roches sédimentaires et métamorphiques superposées qui donnent naissance à des chaînes de montagnes dont l'altitude moyenne avoisine les 600 mètres, ainsi qu'à des bassins saisonniers façonnés par la fonte des neiges. Les reliefs escarpés, sculptés par les cycles glaciaires, offrent un aperçu visuel de l'histoire tectonique. Située à plusieurs centaines de kilomètres du continent russe, Sakhalin occupe une place centrale dans l'étude du mouvement tectonique le long du rebord asiatique, notamment pour analyser les effets à long terme de la convergence de la plaque pacifique. Cette configuration unique permet aux chercheurs d'observer les processus de subduction et de soulèvement crustal en temps réel. Les réseaux fluviaux de l'île sont largement alimentés par la fonte printanière des neiges, créant des cours d'eau stables qui soutiennent les écosystèmes adaptés au froid tout au long des variations saisonnières. Les variations saisonnières de la couverture neigeuse accentuent les contrastes entre les zones basses et les sommets. Grâce à l'association de son activité tectonique, de son climat hostile et de sa géographie côtière, l'île de Sakhalin constitue un laboratoire naturel essentiel pour approfondir la compréhension des sciences de la Terre et des dynamiques environnementales du Nord. L'île d'Olkhon et le cap Burkan, nichés au cœur du vaste lac Baïkal, occupent une place centrale dans la spiritualité du peuple Burut, qui les considère comme parmi les sites les plus sacrés de son territoire. Depuis des générations, les communautés locales ont transmis des pratiques chamaniques traditionnelles, préservant ainsi un héritage rituel qui continue de résonner dans le paysage. L'île d'Olkhon s'étend sur près de 69 km, offrant un panorama impressionnant composé de falaises abruptes, de longues plages de sable fin et de steppes sèches qui se sont sculptées sous l'influence d'activités géologiques actives depuis des millions d'années. Ces formations naturelles, façonnées par le temps, créent une toile de fond dramatique où l'histoire naturelle se mêle à la mémoire collective. Le cap Burkan se distingue par ses structures de granit et de marbre, qui culminent à une hauteur moyenne d'environ 40 mètres. Cette élévation confère au site une dimension cérémonielle particulière, renforcée par son orientation qui fait face aux eaux profondes du lac Baïkal. Situé à approximativement 4,8 km de la rive occidentale du lac, le cap constitue un point d'observation privilégié pour les chercheurs s'intéressant à la culture indigène, à l'histoire des migrations et au système de croyances fondé sur la nature qui caractérise la Sibérie. La combinaison unique d'une géologie ancienne et de traditions chamaniques tenaces fait d'Olkhon et du cap Burkan des exemples vivants de la façon dont un paysage sacré peut être modelé à la fois par des forces environnementales puissantes et par un patrimoine culturel transmis de bouche à oreille au fil des siècles. Chaque falaise, chaque rivage sablonneux
et chaque formation rocheuse raconte une histoire où la terre et l'esprit se rejoignent. Rappelons aux observateurs que le respect des ancêtres et la compréhension des processus géologiques sont indissociables dans la création d'un lieu empreint de mystère et de profondeur. Le fleuve Katun, qui prend sa source dans les zones de pergélisol situées à haute altitude des montagnes de l'Altaï, s'étire sur près de 700 km. Ses eaux restent froides tout au long de l'année, sous l'influence d'un climat continental et du dégel saisonnier des neiges. Le bassin du Katun repose sur un substrat composé de roches granitiques et métamorphiques, ce qui permet au cours d'eau de conserver des vitesses d'écoulement élevées et d'accumuler très peu de sédiments pendant la majeure partie de son trajet. Lorsque le printemps arrive, la fonte des neiges augmente considérablement le débit, intensifiant l'érosion au sein de canaux étroits. À l'automne, le débit diminue à mesure que les apports saisonniers de ruissellement reculent. En hiver, les températures basses gèlent souvent les couches superficielles du fleuve sur certains tronçons, créant ainsi des conditions propices à l'observation de la stratification thermique sous la glace, un phénomène qui suscite un grand intérêt chez les hydrologues. Grâce à son gradient variable, à son régime d'eau froide et à son socle géologique stable, le Katun constitue un système hydrologique essentiel pour l'étude de l'érosion et des dynamiques des rivières en climat froid dans la région de l'Altaï. Il offre aux chercheurs des décennies de données comparatives, permettant d'approfondir la compréhension des processus fluviaux dans des environnements extrêmes. Le lac Teletskoï, situé dans la région septentrionale de l'Altaï, constitue un bassin tectonique profond s'étendant sur près de 80 km, avec une profondeur moyenne dépassant les 300 mètres. Il est alimenté tout au long de l'année par des affluents montagneux froids qui nourrissent constamment ses eaux glaciales. Le substratum rocheux du lac est composé de formations métamorphiques et granitiques, préservant ainsi une cuvette étroite et profonde où l'accumulation de sédiments reste très limitée au fil du temps. Les hivers s'étirent sur plusieurs mois, période pendant laquelle la surface du lac peut se figer jusqu'à une épaisseur substantielle, variant selon les fluctuations de température d'une année à l'autre. Les étés, quant à eux, sont courts et favorisent une circulation d'eau accrue, révélant des strates thermiques distinctes ainsi que des processus de mélange caractéristiques des lacs de montagne sibériens de la région. Cette dynamique thermique crée des couches d'eau froide en profondeur et des couches légèrement plus chaudes près de la surface, phénomène observé régulièrement lors des relevés saisonniers. Grâce à sa géologie stable, à son importance en termes de profondeur et à la constance de ses eaux froides, le lac Teletskoï joue un rôle central dans les études hydrologiques et environnementales menées au sein des montagnes de l'Altaï. Il attire les chercheurs passionnés par les écosystèmes d'eau douce qui y trouvent un laboratoire naturel idéal pour analyser les interactions entre la géologie, le climat et la biodiversité aquatique. Yakoutsk, situé dans la République de Sakha, se trouve au cœur de la zone froide profonde de cette vaste région. La ville se caractérise par des conditions subarctiques extrêmes, où les températures hivernales descendent en dessous de -50 degrés Celsius, imposant un climat difficile à la vie quotidienne. Elle repose sur des couches de pergélisol atteignant en moyenne 250 mètres de profondeur, ce qui oblige les ingénieurs à concevoir des systèmes de construction capables de réduire au minimum les effets des variations saisonnières du sol gelé. À plus de 8370 km de Moscou, Yakoutsk représente un centre essentiel pour la recherche sur les climats froids, l'exploitation minière et le développement technologique dans l'extrême-orient russe. Le rythme annuel de la ville est marqué par de fortes variations d'ensoleillement. En hiver, seules quelques heures de soleil sont visibles, tandis qu'en été, la lumière persiste pendant de longues périodes, influençant les activités locales tout au long de l'année. Dans ces conditions extrêmes, Yakoutsk illustre comment une communauté urbaine peut perdurer dans l'un des environnements les plus difficiles de la Russie, en combinant une infrastructure moderne avec des adaptations traditionnelles à la vie sur le pergélisol. Les habitations sont souvent surélevées sur des fondations isolées,
Les réseaux de canalisation sont flexibles pour suivre les mouvements du sol, et les systèmes de chauffage sont conçus pour fonctionner même lorsque le sol reste gelé en permanence. Cette capacité d'adaptation permet à la ville de soutenir une population active et de poursuivre des projets scientifiques et industriels malgré les défis imposés par le climat glacial. La route Chouïski, tracée à travers les majestueuses montagnes de l'Altaï, fut aménagée dans le but précis de relier les vallées reculées du sud de la Sibérie, offrant ainsi une connexion vitale aux communautés isolées de ces contrées. Cette artère sinueuse franchit les crêtes à une altitude moyenne d'environ 1500 mètres, où les saisons froides s'étendent sur de longs mois, recouvrant la chaussée d'une épaisse couche de glace qui persiste longtemps. Son tracé serpente le long de pentes rocheuses abruptes, de vallées étroites et de champs de neige saisonniers, imposant la mise en place de fondations routières à plusieurs couches afin de limiter les déformations engendrées par les cycles de gel et de dégel. Au total, le tronçon s'étend sur approximativement 620 km, constituant un axe essentiel pour la recherche sur le transport en région froide, incluant l'étude du comportement des charges et des mouvements du sol déclenchés par les variations de température au fil des saisons. Située près du bord nord de la chaîne de l'Altaï, la zone est soumise à des vents violents et à d'importantes chutes de neige, créant un environnement exigeant tant pour les ingénieurs que pour les équipes d'entretien, qui doivent régulièrement surveiller la stabilité du revêtement, appliquer des mélanges antigel et dégager les avalanches. Grâce à la combinaison d'un relief montagneux escarpé et d'un climat continental glacial, la route Chouïski illustre parfaitement la manière dont une infrastructure peut être conçue pour offrir une performance stable malgré des conditions naturelles extrêmes, tout en servant de laboratoire vivant pour les spécialistes qui observent l'impact des variations thermiques sur les matériaux de construction. Le parc national d'Ergaki, situé dans la partie occidentale du Sayan, résulte d'un soulèvement tectonique qui s'est étalé sur de longues périodes. La chaîne d'Ergaki s'élève à des altitudes moyennes d'environ 2198 mètres, offrant un paysage dominé par des sommets escarpés, des crêtes aiguës et des vallées étroites qui se jettent dans d'immenses bassins glaciaires. Au cœur de ce décor granitique, de nombreux lacs glaciaires aux eaux limpides témoignent de l'action persistante du froid. Les formations granitiques proviennent d'un magma qui a refroidi très lentement, créant des falaises verticales, des arêtes tranchantes et des rainures profondes. Ces structures ont été sculptées par les innombrables hivers sibériens grâce à des cycles répétés de gel et de dégel, accentuant la fragmentation des roches et la formation de pentes instables. Cette combinaison de vallées confinées, de crêtes abruptes et de bassins glaciaires profonds constitue un cadre idéal pour l'étude des jeunes paysages montagneux de la Sibérie, offrant aux géologues une fenêtre précieuse sur les mécanismes d'érosion et de construction des montagnes. Le parc se trouve à approximativement 60 km des centres urbains les plus proches, ce qui entraîne des hivers continentaux très rigoureux, où les températures plongent bien en dessous du point de congélation, influençant continuellement la stabilité des roches, la dynamique des glaces et la formation des pentes. L'interaction constante entre le granit ancien, la neige persistante et les processus tectoniques fait d'Ergaki un laboratoire naturel important pour les recherches géologiques et environnementales dans les montagnes occidentales. Chaque été, des scientifiques explorent les crêtes et les lacs, analysant les effets du gel-dégel sur les structures rocheuses, tandis que des randonneurs passionnés gravissent les sentiers escarpés, attirés par les panoramas spectaculaires qui s'étendent sur les étendues glacées et les sommets enneigés. Le silence qui règne entre les parois rocheuses amplifie le sentiment de mystère, rappelant aux visiteurs la puissance intemporelle de la nature. Ainsi, le parc d'Ergaki incarne l'alliance parfaite entre beauté sauvage et valeur scientifique. Réserve naturelle de Stolby, située à proximité de Krasnoïarsk, s'est constituée au fil de plusieurs millions d'années grâce à l'élévation progressive de massifs granitiques au cœur de la Sibérie centrale. Le parc abrite d'imposants piliers rocheux dont la hauteur moyenne atteint environ 100 mètres, surgissant majestueusement au sein d'une taïga froide qui les encercle. Les forêts de conifères, denses et enneigées,
renforcent l'atmosphère mystérieuse du site, où le souffle du vent glacial parcourt les crevasses entre les rochers. Ces formations sont le résultat d'un magma qui s'est refroidi lentement il y a des millions d'années, donnant naissance à des façades verticales abruptes et à des surfaces sculptées par une érosion constante due aux conditions climatiques rigoureuses. La région connaît des hivers prolongés, où les températures descendent bien en dessous du point de congélation, favorisant le clivage naturel de la pierre et assurant une stabilité structurelle à long terme dans l'ensemble de la réserve. En combinant la forêt de taïga et les piliers granitiques remarquables, la réserve naturelle de Stolby illustre parfaitement la manière dont des structures géologiques anciennes s'adaptent aux forces environnementales persistantes de la Sibérie, attirant ainsi des grimpeurs expérimentés et des géologues du monde entier. La péninsule du Kamtchatka, mais le long de l'extension septentrionale de la ceinture tectonique du Pacifique, s'est façonnée au fil d'une activité volcanique continue qui a donné naissance à d'innombrables cônes, à des évents géothermiques et à d'anciennes coulées de lave, le tout bordé d'une neige persistante aux altitudes les plus élevées. Cette étendue s'étire sur plus d'1 207 km et se caractérise par des chaînes volcaniques dont les sommets culminent en moyenne à environ 2500 mètres, résultat d'un processus de subduction durable sous la marge du Pacifique. Placée entre l'océan Pacifique et la mer de Bering, la région constitue l'un des rares endroits où l'on peut observer simultanément la neige, le magma et les systèmes géothermiques interagir au sein d'un même paysage, créant des scènes d'une rareté presque absolue sur la planète. À une distance d'environ 354 km de la ville de Petropavlovsk-Kamtchatski, ce secteur sert de centre de recherche majeur pour l'étude des dynamiques volcaniques, du développement des chambres magmatiques et des changements géomorphologiques à long terme dans des conditions climatiques froides. À travers son vaste territoire, toujours géologiquement actif, la péninsule du Kamtchatka illustre comment un environnement volcanique peut soutenir une activité prolongée tout en apportant des connaissances précieuses à la science de la Terre et aux études environnementales polaires. Le plateau de Putorana, situé dans le kraï de Krasnoïarsk, constitue l'une des plus vastes formations basaltiques de la planète. Cette immense étendue s'est formée il y a plusieurs millions d'années sous l'action de coulées de lave gigantesques qui ont sculpté une vaste terrasse s'étendant sur des centaines de kilomètres. Le plateau s'élève en moyenne à 1000 mètres d'altitude et se caractérise par un réseau de vallées profondes où s'entrelacent de nombreux lacs glaciaires, eux-mêmes nés de la fracturation naturelle du basalte au fil de longues périodes géologiques. À environ 306 km au sud-ouest de la ville de Norilsk, le territoire abrite une multitude de chutes d'eau dont la hauteur moyenne atteint 100 mètres. Ces chutes sont alimentées par la fonte saisonnière et par le cycle hydrologique des rivières du nord de la Sibérie, qui déversent chaque printemps un débit puissant dans les bassins environnants. Le plateau de Putorana a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, reconnaissant ainsi son importance comme témoin majeur d'une formation basalte antique préservée dans un écosystème subarctique quasi intact. Chaque vallée profonde raconte l'histoire d'une érosion lente, où le basalte s'est fissuré sous la pression des glaces et des eaux, créant ainsi les lacs qui parsèment aujourd'hui le plateau. Les cascades, tombant d'une hauteur d'environ 100 mètres, se jettent dans les lacs gelés, produisant un spectacle sonore qui résonne dans le silence sibérien. À travers ce paysage froid et étendu, le plateau témoigne de la façon dont les processus géologiques à long terme ont donné naissance à un haut plateau ponctué de lacs profonds, de falaises verticales et de cascades alimentées par la glace saisonnière. Ces caractéristiques continuent d'éroder et de modeler le relief, rappelant chaque jour le pouvoir persistant des forces naturelles qui façonnent la Terre. Kadykchan, ville fantôme isolée au cœur d'une région reculée de la Sibérie orientale, représente aujourd'hui l'un des rares témoins encore debout de l'ère soviétique. Initialement édifiée pour loger les travailleurs des mines de charbon, la colonie fut abandonnée à la fin des années 1990
après l'effondrement du système économique qui soutenait ces exploitations. Le site comprend des bâtiments en béton de 4 à 5 étages et un réseau de rues abandonnées depuis des décennies, désormais envahies par la décrépitude et la végétation. Le silence n'est brisé que par le vent qui s'engouffre dans les ruines, faisant résonner les structures vides comme des échos d'un passé oublié. Les températures glaciales de la Sibérie accentuent le sentiment d'abandon, où la neige s'accumule sur les toits de béton, masquant peu à peu les traces humaines. À plus de 595 km de la ville portuaire de Magadan, Kadykchan incarne de façon saisissante le déclin brutal de la population dans les cités minières de l'extrême-orient russe durant la transition économique post-soviétique. Dans ces circonstances, la communauté industrielle a pu s'évaporer entièrement en l'espace d'une courte période historique, ne conservant aujourd'hui que la coquille vide d'un ensemble qui, jadis, bourdonnait d'activité et de vie. Oymyakon, dans la République de Sakha, niché au cœur de la région glaciale de la République de Sakha, est reconnu comme le lieu habité le plus froid de la planète, où les températures hivernales peuvent chuter en dessous de -60 degrés Celsius, créant l'un des climats les plus extrêmes jamais observés par l'humanité. Le village repose sur des couches de pergélisol, atteignant en moyenne 250 mètres de profondeur, ce qui impose des constructions spécialement adaptées et des routines quotidiennes qui tiennent compte des variations saisonnières du sol gelé. À plus de 8690 km de Moscou, Oymyakon constitue un site essentiel pour l'étude de la résilience au climat froid et de l'endurance physiologique humaine sous des conditions de température sévères. Les habitants vivent sous de longues périodes hivernales où la lumière naturelle est très limitée, le soleil ne perçant le ciel que pendant quelques heures chaque jour, ce qui oblige à organiser les activités extérieures autour de ces rares moments de clarté. Dans ce contexte, les déplacements sont souvent planifiés avec soin, les sorties étant limitées aux périodes où le sol est le plus stable, afin de prévenir les accidents liés aux fissures ou au soulèvement du sol causés par les variations de température. Les maisons sont construites de manière à ne pas perturber le pergélisol, les fondations étant conçues pour s'adapter au mouvement du sol gelé, tandis que les habitants ajustent leurs tâches quotidiennes en fonction des changements saisonniers du terrain. Malgré ces contraintes, la communauté d'Oymyakon parvient à maintenir une stabilité remarquable, illustrant ainsi ce que l'on désigne comme le pôle du froid pour les établissements humains. Cette capacité à persister dans un environnement où l'hiver s'étend sur de nombreux mois, où la chaleur est rare et où chaque geste doit être pensé pour survivre aux conditions les plus rudes, témoigne de l'adaptabilité de l'homme face aux extrêmes les plus durs de la nature.